大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだよ。Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 75 de l'ASP et toujours en compagnie de Céline. Hello tout le monde, Ça va? ça va bien et toi? Super, super. Aujourd'hui, on est de retour avec encore une fois du Koreeda. Oui. Que tu as choisi. Oui. À partir de notre dernier concept. Oui. Oui, donc tu vas nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de Tel Père Tel Fils. Tout à fait. Un film que moi j'ai déjà vu C'est ça. et toi pas encore. Pas du tout. Que tu avais hâte de découvrir. Ouais. Et c'est le premier film de Koreeda dont on a parlé, je crois. Oui. C'est le premier que j'ai vu moi-même. Ouais. Donc il y a 13 ans maintenant, je m'en souviens encore parce que c'était à la naissance de notre premier Ouais. et en congé paternité. Donc c'est là que j'ai découvert en solo pendant que toi t'es retourné travailler. C'est ça. Vive les congés maternité en France. 2 mois et demi, c'est tellement C'est passé. trop court. Mais bon, ça c'est un autre C'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc oui, Tel Père Tel Fils. Je sais pas si tu sais de quoi ça parle. Oui, vaguement. Ce que j'ai en tête, d'ailleurs, je sais pas trop si c'est vraiment le pitch de base ou si on est allé un petit peu plus loin, donc j'ai un peu peur de... Dis-moi, je te dirais oui ou non. Ouais. Je te dirais rien de plus comme ça. Ok, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 enfants qui ont été intervertis à la maternité. Mhm. Et donc, en gros, c'est les 2 familles qui apprennent que leurs enfants ont été échangés. Tout à fait, c'est voilà. exactement ça. Et donc, c'est un film, j'ai souvenir, qui t'avait pas mal chamboulé, je sais pas si c'est le terme, mais qui t'avait beaucoup touché. Touché, chamboulé, non, pas à ce point-là, parce que si on peut faire une petite rétrospective sur Koreeda lui-même, il ne juge jamais dans ses œuvres, en fait. Ouais. C'est quelque chose où il a la capacité, en fait, de raconter des histoires, des trains de vie, des quotidiens de familles, ou de familles recomposées, ou de familles en deuil, ou de familles, ou juste d'enfants, parce que lui, ce qu'il adore, c'est traiter avec empathie les enfants, et même ses personnages en général, et jamais dans le jugement. Donc, chamboulé, je ne dirais pas ça, parce qu'il n'est pas là pour apporter une forme de jugement, une forme de nihilisme dans ses films. Il est vraiment là pour raconter un quotidien et poser des questions sur des choix ou sur des choses qui arrivent comme ça sur le coin de la gueule en cours de vie. Et je dis ça spécialement pour ce film, parce que c'est exactement ce que tu as dit dans ton pitch, c'est exactement ça. Et la question, c'est de savoir si nous, en tant que spectateurs, déjà, est-ce qu'on serait capable d'échanger un enfant qu'on a élevé pendant 6 ans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 6 ans dans le film, et de briser ce lien-là et de repasser avec son enfant biologique, quoi. biologique. Donc la question c'est, est-ce que le lien biologique est plus fort que le lien du cœur? Et franchement, juste le pitch, justement, quand tu m'en avais parlé, alors déjà, les enfants échangés, je pense que de base, c'est le truc... c'est horrible. C'est horrible. Et puis, comme tu dis, il y a ce côté-là que je trouve hyper passionnant, en fait, de voir à quel point on peut créer des liens avec des enfants qui ne sont pas forcément de notre sang. De toute façon, on en reparlera, je pense, dans l'épisode. Je pense qu'on va s'étaler un peu plus sur des sentiments et de ressentis, peut-être des vécus aussi. En même temps, moi, je crois les parents qui ont adopté des enfants. Quand ils disent qu'ils sont... ils les considèrent comme leurs propres enfants, c'est quelque chose que j'arrive à y croire. Pour moi, c'est pour ça que c'est peut-être une question qu'on répondra après. Mais est-ce que le lien du sang est plus fort que le lien du cœur? Possiblement. Donc ça... On va voir. On va voir. Et puis je pense que ce film-là, justement, il peut créer ce déclic, même si on ne s'est jamais posé la question. C'est quelque chose je pense que n'importe quel humain se refuserait à se poser. Quand tu as ton enfant, quand tu es père ou mère, à aucun moment tu t'imagines que c'est pas le tien et que tu souhaites échanger avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair. Donc c'est une situation qui paraît absurde au premier abord, mais c'est réaliste. Irréaliste, mais en même temps qui malheureusement est déjà arrivé. Je veux dire, il y a déjà eu des cas. Mais moi, j'ai souvenir vraiment du film quand t'en as parlé, où tu sentais que ça t'a vraiment fait quelque chose, quoi. Il y avait vraiment je pense, une très belle découverte cinématographique. Et oui, où il y avait en plus toute la thématique. Il y avait un peu de frustration, je pense, des 2 côtés, du fait que moi je l'ai pas vu, de pas pouvoir en parler complètement. Voilà. C'est vrai qu'il y avait de ça aussi. Surtout qu'en plus, c'est un sentiment... comme on l'avait déjà dit pour Sima Koreeda, lui, il s'attaque vraiment à toute forme d'être humain. Que ce soit du point de vue des enfants, du point de vue des pères, des points de vue des mères, des points de vue des mères célibataires, des familles recomposées, ainsi de suite. Donc, il s'attaque vraiment à tout. Il a la capacité à raconter justement toutes ces histoires-là sans jugement et avec empathie. C'est ça que moi, je trouve fort déjà dans le cinéma de Koreeda. Et c'est pour ça, quelque part, je pense que j'adore son cinéma, parce que peut-être que ça me touche aussi personnellement.
pour chacun de ces films. Ça peut être dû par rapport aux familles dysfonctionnelles, tout ça. Tu vois, il y a des trucs qui reviennent aussi dans ma vie, on va dire, sur des ressentis, des choses que personne ne peut comprendre, même pas les membres de ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui sont qui viennent me chercher à chaque fois, au plus profond de mon être, parce que ça met le doigt là où il faut, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, les peu que j'ai vus, je trouve que c'est toujours écrit avec beaucoup d'intelligence. Et comme les personnages sont tous très bien écrits, donc il y a vraiment cette complexité de chacun, en fait. Il y a la complexité de la dynamique familiale, comme tu dis, avec plein de dynamiques différentes. Et en même temps, il y a la complexité de chaque personnage qui fait à chaque fois un récit qui est extrêmement bien fourni, sans être surexpliqué, et comme tu dis, sans jugement, sans aller dans le voyeurisme, des choses comme ça. Et il a toujours une position, je trouve, qui est très... neutre. Qui est neutre, mais en même temps, il y a un côté très bienveillant dans ce qu'il va montrer, sans aller dans dans le fait d'avoir zéro critique. En fait, je trouve qu'il a justement cet équilibre-là qui est super fort. C'est qu'il est bienveillant dans ce qu'il va raconter, mais en même temps, il n'est pas sans critique non plus. C'est-à-dire qu'il montre quand même une image de la société, de certaines familles japonaises, des choses comme ça, qui n'est pas reluisante, en fait. Je veux dire, il montre cette vérité-là. Et dans ce film-là, ça va être d'autant plus marquant parce qu'en fait, il va s'attaquer au milieu populaire et au milieu, on va dire, bourgeois, avec un père de famille qui est ultra strict, ultra carré et ultra conservateur, en fait, sur sa façon de penser, sur sa façon d'éduquer son enfant, tu vois. Donc, tu vois, il y a cette dualité-là qui... je pense qu'on l'a pas beaucoup vu dans le cinéma de Koreeda, vu que lui, en général, s'attaquait beaucoup aussi plus au côté populaire et à la pauvreté aussi. Et puis, surtout que c'est généralement toujours une seule classe qui est vue dans le film, quoi. C'est-à-dire que une affaire de famille ou Nobody Knows, on a vraiment la classe moyenne, même précaire. Ouais, précaire, carrément. Dans l'affaire de famille, oui. Et puis après, alors, en tête, j'ai La Vérité qui se passe en France, donc il y a aussi un schéma un peu différent. Là, on est vraiment sur la classe bourgeoise, mais il n'y a pas différentes classes qui vont se rencontrer dans le même film, quoi. Non, mais surtout, c'est traité avec le même niveau de justesse. Ouais, complètement. Et avec le même niveau de, j'allais dire de jugement, pour le coup, non, parce qu'ils ne jugent pas. Mais d'absence de jugement. Exactement, merci. Et puis, comme on l'avait déjà dit, c'est quelque chose qui lui vient aussi du documentaire. Ouais, et ça se sent, moi, je trouve. Ça se sent énormément. Cette neutralité et cette capacité à montrer les choses avec humanité. Oui, parce que, bon, je le répète ici, pour ceux qui n'ont pas écouté nos précédents épisodes, mais Koreeda, à la base, il a une étude en littérature ou un truc comme ça, je crois. Et ensuite, il a dérivé dans le documentaire. Donc, c'est quelque chose qu'il a pris très à cœur parce qu'il s'est documenté beaucoup. Et surtout, il passait énormément de temps à suivre ces sujets. Donc, ce qui se sent dans ses films parce qu'il aime beaucoup étirer le temps, étirer ses histoires sur une longue durée. En général, je crois que c'est une année, surtout dans les Nobody Knows et une affaire de famille. Parce que ce qu'il aime beaucoup traiter aussi, c'est les périodes de l'année. Comment vit une famille typique japonaise au courant de l'année, que ce soit pendant l'hiver, voir comment ils vivent là-dedans, ou en plein cagnard l'été, comment ils arrivent à survivre et comment ils gèrent leur quotidien avec ces changements de température. Et puis il y a aussi dans ceux qu'on a vus, des petites ellipses, donc il y en a une ou deux qui vont faire quelques bonds justement dans le temps, où on va les voir quelques années après, où il y aura un petit peu ce côté de vous avez vu comment ça se passe une année, maintenant on fait un petit gap et c'est pareil. Moi je trouve que la gestion des ellipses c'est toujours super bien mis, quoi. Oui, puis ça apporte énormément au personnage. T'as des évolutions, que ce soit dans la résilience ou dans on va dire la remise en question sur certains personnages. Et puis après je vous invite vraiment à aller découvrir sa filmographie. Il y a vraiment de tout et chaque sujet est important, non seulement pour la société japonaise, mais pour nous en tant qu'occidentaux d'avoir un point de vue différent sur notre façon de vivre. Et juste pour ça, en fait, c'est quelque chose, même quelque part, qui est universel, même si c'est pas la même culture, mais ça reste des sujets universels qui peuvent toucher n'importe qui. Donc, moi, je vous invite clairement à aller découvrir son cinéma en entier, quoi. C'est juste incroyable. Tout pareil. On va aller voir Tel Père, Tel Fils ? On y va. Allez, c'est parti.
こんにちは。流星です。ケイタです。 Et nous voici de retour après le visionnage de Tel Père Tel Fils, un film réalisé par Ryokazu Koreeda, sorti en 2013, d'une durée de 2h01 et de type drame. Oui. Drame. Donc, film sorti en 2013, qui a été notamment prix du jury au Festival de Cannes, présidé par Steven Spielberg, qui a aussitôt acheté les droits du film, avant même la sortie du festival, parce qu'il avait pour projet de faire la version américaine. Version américaine qui ne s'est jamais fait. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On pourra peut-être en parler à la fin de notre épisode, peut-être pour analyser le pourquoi ça aurait été différent aux États-Unis. Mais en attendant, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle la version japonaise? Oui, donc on va suivre la famille Nonomiya, donc une famille assez bourgeoise de Tokyo, le père étant architecte et passant le plus clair de ses journées au boulot. Et la mère étant mère au foyer du jeune Keita qui a 6 ans. Et ils apprennent qu'au moment de la naissance, il y a eu cette inversion de bébé. Et donc Keita n'est pas leur fils biologique, mais que c'est en fait le fils d'un quincaillier dans la province de Tokyo, je crois. Ils sont pas si loin que ça. Et donc leur fils à cette famille serait en fait le fils biologique des Nonomiya. Et donc après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait de cette info. Voilà. Donc, on va essayer d'en parler longuement, surtout de ressentis et de sentiments, mais on va éviter de spoiler la fin. Ouais. Et de spoiler une autre partie du film. On ne va pas divulgacher le suspense, parce que juste avec le pitch de base, je pense qu'on a déjà beaucoup à raconter, parce que tout le film s'est clairement tourné autour des deux familles qui vont commencer à s'échanger les enfants, puis discuter de comment ils allaient procéder et tout le tralala. C'est ça. Donc c'est plus ou moins encadré par l'hôpital au départ. Et après, c'est effectivement les avocats pour pouvoir en gros légiférer un petit peu sur la situation. Tout à fait. Et en parallèle, on va le dire tout de suite, comme ça on va mettre ça sous le tapis. Mais en parallèle, il y a une enquête qui va se lancer pour savoir pourquoi les enfants ont été échangés aussi facilement que ça. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement à l'hôpital? Donc ça, on ne va pas raconter pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, le procès tourne autour de quoi. On vous laissera aller découvrir. Nous, on va s'attarder plus sur le pitch des deux enfants qui vont découvrir de nouvelles familles. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est génialissime. Oui. Je suis content. Je pense qu'il va falloir que tu me canalises un peu parce que je pourrais en parler 4 heures de ce film-là. Je peux comprendre tellement. Moi, je pourrais en parler aussi tellement. Bah écoute, j'ai envie de dire, allons-y quoi. Juste parlons-en, puis on verra combien de temps ça fait. Ouais. Et après, on verra. Si les gens veulent écouter 4 heures, ils écoutent. On le fera en 4 parties. Si les gens veulent écouter 4 heures, ils écouteront 4 heures. Si on fait plusieurs parties, on fera plusieurs parties. Je sais pas, mais parlons-en. Ouais. Parlons-en. Donc vas-y, dis-nous tout. Comme je disais un peu en avant-séance, c'est d'une écriture mais tellement belle, intelligente, juste. Il y a vraiment tout qui fonctionne extrêmement bien. Il y a, comme on disait, pas cette position de jugement, des choses comme ça. Donc on est vraiment on va plus suivre la famille Nonomiya pour le coup. La deuxième famille, elle est très présente, mais on sent qu'on se focalise vraiment aussi sur le personnage du père. Mais moi, je trouve que tous les personnages sont importants et qu'il y a toute la dimension de la paternité, de la transmission du lien et tout. La moindre scène, le moindre truc veut dire quelque chose, a un impact, a une signification dans l'histoire, dans la vie des personnages. Et après, juste le thème, quoi. Je veux dire, tu sens le bouleversement pour les parents, mais on voit en fait aussi, alors c'est plus montré du côté des parents, mais tu comprends l'impact que ça va avoir sur les enfants en fait, sur si le bouleversement que c'est. Tu prends un enfant de 6 ans, tu lui dis bah ta famille c'est plus ta famille quoi. Donc ouais, tout est super bien. On va rentrer plus dans les détails après. Je pense qu'il va falloir que peut-être j'ai des questions pour pouvoir arriver à me cadrer un peu, mais ouais c'est génial.
C'est du Coréda, quoi. Comme souvent, c'est génial. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, t'as envie de dire un truc pour que ça me lance un peu sur quelque chose de précis, parce que je risque d'avoir du mal à aller sur quelque chose de très précis tout de suite? Moi, je vais peut-être déjà te dire ce que j'en pense. Bien, oui, même si on savait que t'avais beaucoup aimé, mais... Oui, bah, c'est pareil, hein, j'adore ce film. Pour rentrer un peu plus dans le sentiment que j'ai eu lors de mon premier visionnage, c'était un film qui m'avait énormément touché, parce que comme je l'ai dit dans l'avant-séance, c'est un film que j'ai vu à la naissance de notre premier enfant, pendant mon congé paternité, seul avec lui. Oui, ce film a eu un impact énorme sur moi. Peut-être que c'est la façon ultime de l'apprécier, je pense. De l'apprécier ou même justement d'être touché à ce point-là. Je dis pas que les autres seront moins touchés. Je dis juste que par exemple, pour ceux qui n'ont pas d'enfants qui vont voir le film, oui, je pense qu'ils vont être touchés. J'espère pour eux, ça veut dire qu'ils ont un cœur. Oui. Mais pour eux, ça resterait quand même quelque chose d'assez abstrait, tu vois, dans le fond, parce que ils vont voir que c'est touchant, que c'est dramatique, tout ça. Mais l'attachement, en fait, que j'ai moi en plus, c'était par rapport à mon enfant à moi, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'était le petit plus qui a fait que ce visionnage-là a pris une dimension, mais stratosphérique. Là, il y a 13 ans quand je l'ai vu, quoi. Donc, et en plus, c'est facile parce que c'est un film qui va me rester, je pense, jusqu'à la fin de mes temps, parce que je saurai toujours le dater, plus ou moins, parce qu'il aura toujours l'âge de notre enfant. Donc c'est quelque chose qui va me marquer, mais à vie, et je pense que encore aujourd'hui m'a marqué, et ce deuxième visionnage-là, il n'a pas dérogé à la règle, il a fonctionné comme pas possible, sur tout ce que tu as dit, sur tous les thèmes. En plus de ça, je vais appuyer quelque chose d'autre. Tu as dit qu'on suit beaucoup plus le point de vue de la famille bourgeoise, et notamment plus le personnage du père, et je pense que c'est voulu à la base, parce que le titre original, si on peut le traduire littéralement en français, c'est « Et c'est comme ça qu'on devient père ». Ou c'est ainsi qu'on devient père. D'accord. Donc tu vois, ça appuie encore un peu plus le personnage du père de la famille Nonomiya. Et c'est bouleversant, c'est touchant, c'est cruel. Ah oui, mais tellement. Le plus horrible, enfin je dis avec des gros guillemets, hein, le plus horrible dans le film, c'est que dès que tu sais... Ce qu'est la situation, il y a eu l'échange, quoi. Le pitch du film, quand tu l'as en tête, quand tu sais que les enfants ne sont pas dans la bonne famille, en fait, t'es tenu en haleine tout le long, parce que la question que tu te poses, c'est est-ce qu'ils vont échanger ou pas? C'est ça. Et juste ça, en fait, tu peux pas décrocher du film. C'est impossible, parce que il te prend tout de suite par les sentiments, et il te met tout de suite, toi, en tant que spectateur, face à ce problème-là. Ah, mais complètement. Et en plus, ce que le film arrive à traiter, c'est qu'au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, en fait. Il n'y en a aucune. C'est que il y a le côté de dire, c'est l'enfant... Voilà, il y a le lien du sang, ton enfant biologique, que tu as envie de découvrir aussi, en fait. Tu sais que c'est l'enfant que tu aurais dû avoir, et en même temps, l'enfant que tu as élevé pendant 6 ans, qui a appris tes mimiques, que tu as éduqué, que tu as fait grandir, que tu as aimé, que tu as choyé. Et donc se dire qu'effectivement, il y a toute le côté de genre, est-ce que ce lien-là, il est complètement valide ou pas? Ou est-ce que, voilà, comme on disait en avançant, c'est quoi le lien le plus fort des deux, en fait? Ça, c'est donc une histoire qui a vraiment... Alors, pas cette histoire-là en particulier, mais il y a eu des échanges de cas d'échanges de bébés au Japon dans les années 60, donc c'est inspiré de ces faits-là. Et apparemment, Koreeda a été aussi père peu de temps avant de tourner le film. C'est ça qui lui a donné envie de faire le film, justement. Donc je pense que ça joue aussi justement sur la question de c'est quoi de devenir père et qu'est-ce que ça demande. Et donc moi je trouve que justement le personnage de Ryota, donc de la famille bourgeoise, du père, c'est très intéressant, parce que je trouve qu'il a tendance à prendre les informations de l'extérieur pour voir si effectivement ça colle dans sa relation de père. Parce que justement, lui ne sait pas comment être père, il est pas là, en fait. Je veux dire, il demande énormément à son fils, mais il n'a pas un lien réellement de filiation, quoi. Je veux dire, et donc il va se faire influencer aussi par ce que va dire son patron, ce que va dire son père, des choses comme ça. Et il va répéter exactement ces mêmes mots pour pouvoir justifier qu'il veut retrouver son fils biologique. Et il y a toute cette réflexion-là, mais qui passe par l'extérieur, en fait, puisque lui, il s'est pas construit encore, il n'a pas sa position, il sait pas ce qui... Tu comprends rapidement qu'il n'a pas eu déjà de figure paternelle. Complètement. Qu'à la suite de ça, en fait, ça s'est répercuté sur son propre enfant. Donc, puis comme lui, il est assez... comme tu l'as dit, il est absent à cause de son travail. Donc, lui, il est assez... tu sais, c'est puritain japonais. Donc, c'est la mère qui va s'occuper de l'enfant,
La mère, elle est mère au foyer, contrairement à l'autre famille où les deux travaillent, et ils ont 3 enfants. Donc voilà, t'as encore ce côté un peu... Traditionnel. Oui, traditionnel, ouais. Après, alors, la mère a des soucis de santé aussi depuis justement l'accouchement. Parce que l'accouchement a été très difficile. Elle apparemment ne peut pas travailler en plus. Ah oui, c'est vrai, j'avais raté cette information-là. Oui, ouais, mais on sent que c'est quand même un peu... bon, que lui, il se repose quand même complètement sur elle, sur toute la gestion de la maison et de l'éducation de l'enfant. Mais qui a quand même un peu, pas un ressentiment, mais qui lui fait quand même comprendre qu'en plus, elle travaille pas, quoi. Tu vois, dire... Ouais, il a toujours le petit mot pour blesser, en fait. Ouais, c'est ça. C'est l'autorité. Et ce que je disais, dans tous les gestes, tous les éléments ont du sens. C'est que la façon dont il va s'incliner devant les autres, il le fait toujours, mais très très légèrement. C'est-à-dire qu'il se place toujours, que ce soit dans la famille, au-dessus. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir un très subtil hochement de tête. Ouais, mais il va pas du tout... Dans toutes ses réactions, ouais. quand il va ouvrir la porte de sa voiture, tu sais, sur le parking, quand il fait le bip bip, tu vois, il appuie bien pour prononcer, qu'il fait voir, c'est une grosse berline, tu vois. Ouais. Donc il fait bien voir, tu vois, le côté, vas-y, j'ai quelque chose à compenser. Ouais. Donc ouais. Puis... Après, il y a beaucoup de trucs comme ça dans le film où en fait on va s'attarder sur les différences entre les deux familles, vu qu'ils sont diamétralement opposés. Ouais. On a la famille Nonomiya, justement, avec le père très, très froid et très cadré, tu vois, dans sa façon d'être et dans sa façon de gérer sa famille. Et l'appartement est à leur image, tu vois. L'appartement, tu vois, socialement en hauteur, qui montre la réussite et tout. Très épuré, il n'y a rien qui dépasse, tu vois. C'est ce que j'allais dire. C'est tout beau, c'est un petit cadre par-ci, là, le canapé bien droit. Il y a de l'espace. Ouais. Et... Contrairement à l'autre famille, tu vois, c'est la famille, on va dire... ultra populaire, tu sais, les deux familles travaillent, mais ils n'ont pas un énorme salaire. Ouais. Ils ont 3 enfants. À la maison, ça pullule de tout, en fait. C'est un vide-grenier, le truc. Il y a tout qui dépasse. Les repas de famille, c'est festival, c'est du partage. Alors que dans l'autre famille, c'est chacun son assiette. Tu vois, il y a tout, en fait, qui appuie pour montrer que d'un côté, tu as le côté carré et l'autre, c'est le côté bonne franquette. Mais que ce soit dans la façon de manger, la façon de prendre son bain, la façon de s'amuser, la façon de vivre, c'est complètement deux mondes différents, et ça, Koreda, il aime bien appuyer dessus, et sans montrer que l'un est meilleur que l'autre. Ouais, parce qu'il y a vraiment cette façon de passer du temps ensemble. Ouais. Et même dans la maison, justement, des Nonomiya, les premières fois où on voit des éléments de jeu, en fait, des enfants, c'est après qu'ils aient commencé à s'acclimater un petit peu aux autres enfants. Et que chaque enfant s'acclimate aux deux familles. Et donc, en gros, aussi, avant, on ne voyait pas du tout l'enfant s'amuser, en fait. C'était la table du repas, le piano pour les leçons, et après, c'était l'école. C'est ça. Et il y a vraiment ce côté on valide la réussite scolaire, le statut social, et absolument pas la cohésion de la famille, le bonheur dans la famille, le lien... Mais ça va même au-delà du concours familial, parce que c'est vraiment dans leur vie à eux. Oui. Que ce soit, par exemple, pour l'entretien, pour l'entrée dans l'école du petit, c'est pareil, en fait. C'est l'entretien comme si toi, tu passes un entretien d'embauche. Ouais. Sauf que là, c'est un enfant. On lui demande qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aime machin. Les 3 chaises alignées correctement, avec les parents de chaque côté assis des statues. Le gamin de 6 ans a eu des cours du soir pour pouvoir rentrer dans l'école. C'est ça. Donc tu vois, c'est vraiment... C'est le concours familial, mais c'est aussi toute la vie que lui a tracé son père. Parce que c'est pas vraiment... Sa mère, en fait, elle a le côté où elle essaie de le retirer un peu de ça, en lui donnant un peu plus de liberté pour s'amuser ou pour... Donc il y a un peu une brisure dans cette famille, avec l'image de la mère, justement, qui veut faire profiter son enfant. Puis ça, elle y joue beaucoup aussi dans le film, où elle n'arrête pas de répéter à son mari que oui, de toute façon, il tient ça de moi, tu vois. Si il n'est pas travailleur, si il n'est pas carré comme toi, en fait, il tient ça de moi. Ça, c'est le côté protecteur de la mère qui dit... Ça appuie aussi son caractère, comme quoi elle a failli, entre guillemets, y rester, parce que c'est quand même... elle a perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement, donc ça aurait pu être très, très grave. Et donc, elle a gardé, on va dire, cette authenticité pour vivre sa vie correctement et vivre pleinement. Sauf qu'elle est dans un cocon familial qui autorise pas les dépassements. Et donc, avec cet enfant, elle essaye quand même de temps en temps de faire des petits écarts pour qu'il puisse avoir cette liberté-là. Mais son père, lui, il essaie de priver de cette liberté-là, justement, pour lui de tracer cette voie qui est salaryman à la japonaise, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est lui qui est décisionnaire, quoi. Je veux dire, même dans l'intégralité du processus de savoir ce que deviendront chaque enfant,
c'est lui qui met le ton, en fait. Je veux dire, on sent que sa femme, elle essaye un peu effectivement de le faire réfléchir. Pareil pour l'autre famille. Mais au final, c'est lui qui va vraiment avoir le dernier mot. Oui, c'est lui qui voudra lancer toutes les idées, c'est lui qui va lancer les procédures avec l'avocat, parce qu'il a les moyens de payer un bon avocat. L'autre famille, non. Donc, il va profiter, il va jouer sur ce tableau-là pour faire passer plus tard le message à la famille que nous, on a plus de moyens que vous. Au pire des cas, laissez-nous les 2 enfants. Ah, mais ça, ce passage-là. Oh, c'est le moment où j'ai commencé à annoncer des trucs. Donc c'est son patron qui lui lance, mais en gros, garde les deux. Prends les deux, t'as les moyens. Et puis surtout, c'est genre, comme ça, ce qui en soi, tu comprends le côté de dire, c'est le scénario égoïstement ultime, parce que tu gardes l'enfant que t'as élevé, avec qui t'as un lien et un attachement, et en même temps, tu as ton enfant biologique. Mais c'est égoïstement humain. Parce que mais bien sûr, même sans le statut social, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui auraient pensé pareil. Oui, mais tu sens que dans son esprit, donc dans l'esprit du patron, mais aussi dans son esprit à lui, en fait, à aucun moment, il va se positionner de genre, j'arrache un enfant à une famille. Donc, ni du point de vue de la famille qui va perdre leur enfant, et ni du point de vue de l'enfant qui va perdre ses repères, ses frères et sœurs, ses parents. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose, parce que pendant tout le film, à aucun moment on ne demande aux enfants ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un point hyper important du film. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a, j'allais dire troublé, non, mais qui m'a choqué, en fait, mais c'est propre à la société japonaise. Aussi, ouais. Tu vois, c'est très... c'est les parents, les statuts sociaux avant tout. C'est après, en plus, les apparences. C'est encadré par l'hôpital, par les dirigeants, par les avocats. Donc, c'est entre adultes. La vie se décide entre adultes. Et les enfants n'ont pas leur mot à dire dedans. Jusqu'au final où, en fait, les enfants ont commencé à avoir un peu plus de liberté d'expression. Puis à exprimer leur préférence, en fait. Mais exprimer, pas égoïstement, mais juste en tant qu'enfant. Oui, c'est ça, c'est sans filtre, sans... Juste dire un ressenti propre à un enfant de 6 ans. C'est ça. Et c'est là qu'en fait, le film prend un tournant chialage à tout va, parce que là, tu commences à prendre conscience que les enfants aussi ont leur mot à dire. Oui, mais tellement. Puis, un des éléments aussi qui revient régulièrement, c'est justement de dire il faut pas attendre trop longtemps pour se décider, parce que justement, plus ils sont jeunes et plus l'adaptation sera facile. Et donc tu dis oui, mais c'est ce que tu dis, tu fais, même si jamais tu décides de changer ou pas, je veux dire, peu importe le choix final, c'est pas une décision que tu prends en 2 jours, quoi, tu vois. Mais c'est bon, on s'est vu 4 fois, je veux dire, entre adultes limite, et même pas les enfants, pas décider comme ça de ce qu'on fait, en fait. Je veux dire, c'est pas possible. Ouais, mais... Je sais pas, toi, en tant que spectatrice, quelle question ou quelle opinion, toi, tu t'es fait tout le long du film. Par exemple, moi, je me suis retrouvé à certains moments dans ma tête à me dire « Ah, l'enfant, il serait mieux là, quand même. » Oui, un petit peu, ouais. De me dire... En fait, ça dépend. Tu vois, moi, je trouve que pour le coup, un élément que j'adore, mais vraiment que je trouve qui est extrêmement bien fait, c'est aussi les personnages des mères, et notamment le personnage de Midori, donc de la famille bourgeoise, parce que, justement, ça amène des dimensions différentes. C'est-à-dire que les pères, et notamment pareil, le personnage principal, il est focalisé sur mais même les 2 pères, c'est pas forcément le lien du sang, mais c'est le lien père-fils. C'est vraiment genre ce qu'on va donner à son enfant. Oui, mais le père bourgeois, c'est le sang avant tout. Bien, oui. Mais c'est la descendance. Les 2 vont être dans ce schéma on parle de ce lien, en fait, de parents-enfants, de père-enfant plutôt. Alors que les mères, elles vont parler de qui sont les enfants. C'est quoi leur personnalité, qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils ont peur, c'est quoi leur envie, leur force. Et on sent que vraiment, elles vont parler des enfants et pas juste du lien familial, en fait. Ouais, mais encore pire que ça, le père, on va dire, allez, père riche et père pauvre. Donc le père pauvre, lui, à un moment donné, c'était qu'est-ce qu'on va avoir comme chèque de compensation. Oui, c'est ça. Donc à un moment donné, l'histoire de l'enfant, il avait presque passé. Lui, on sentait qu'en gros, il allait garder son enfant, mais qu'il voulait un chèque de compensation. Oui, quoi, oui. Tu vois, tu vois, de sa part, il y a cette naïveté-là, mais il y a aussi, on va dire... mais c'est comme tout le film, en fait. C'est pour ça qu'on parlait de non-jugement. Koreda, à chaque fois, il va te mettre un petit truc qui va potentiellement te faire juger la personne. Mais sauf que, soit un peu plus tard, ou soit aussitôt après, il va te faire comprendre que non, il n'est pas comme ça, finalement. Ouais. Il est humain, tu peux avoir de l'empathie pour lui. Et à chaque fois,
t'as un contre-courant qui s'amène et tu dis, mais non, je peux pas lui en vouloir, je peux pas le juger, cette personne-là. Parce que ce qu'il pense, il le pense tout haut, en fait, mais enfin, il pense tout haut ce que tout le monde penserait tout bas. Mais finalement, c'est humain, leur façon de penser. Ouais. Et à aucun moment, je me suis dit qu'ils avaient tort dans leur façon de penser. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des cheminements, en fait. C'est ce qu'on disait. C'est des décisions que tu peux pas prendre comme ça à la légère. C'est-à-dire que même dans une situation familiale où, entre guillemets, tout va bien, je veux dire, où tu as tes enfants avec toi, qu'ils soient biologiques ou adoptés, mais je veux dire, ton schéma de vie est voulu et conscient. Il n'y a pas de truc caché. Déjà, la réflexion de savoir quel est ton lien en tant que père ou en tant que mère avec tes enfants, quelle est ta place, qu'est-ce que tu vas transmettre, des choses comme ça, c'est des réflexions que tu vas avoir et c'est des cheminements que tu as en plus tout au long de ta vie de parent. Bien sûr. Donc, quand tu as en plus un drame comme ça qui arrive, tu peux pas te dire d'un coup, je vais avoir la meilleure solution. Tu passes par ces étapes de... des fois, tu te concentres sur un détail parce que tu sais que t'es pas dans la capacité de voir l'image globale. Donc, je pense que c'est un peu ce personnage du père pauvre qui va avoir ce côté de je pense à la compensation parce qu'en fait, je suis pas capable de voir l'étendue en fait de ce que ça comprend. En fait, il y a eu une erreur, je garde l'enfant que j'ai là et en gros, on fait comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que oui. Et je trouve que les personnages des deux mères et notamment de Midori, elles ramènent ça justement, ce côté de déjà il y a la culpabilité de comment ça se fait que je l'ai pas vu en tant que mère, j'ai porté mon enfant pendant 9 mois et je me retrouve. Ouais, mais ça c'est la société. Oui, mais bien sûr, qui ramène, mais il y a quand même ce côté de dire comment ça se fait que j'ai pas je l'ai pas vu. Ouais, mais c'est pas eux en tant que mère qui se posent la question, c'est la société japonaise. Oui, qui leur ramène ça. Qui leur ramène ça. Et il y a une phrase ultra cruelle pendant le procès où t'as un des avocats qui demande à une des mères, mais vous en tant que mère, pourquoi vous l'avez pas vu? Ouais, c'est ça, c'est horrible, c'est horrible. Toutes les deux, elles se posaient quand même elles s'en parlaient, quoi. Je veux dire, il y avait un peu ce questionnement-là et cet auto-jugement. Par exemple, il y a toute la culpabilité de soit laisser un enfant, de refuser d'avoir l'autre, de savoir de faire ce choix qui en fait qui est cornélien. En fait, tu peux pas choisir entre tes enfants, en fait. Je veux dire, il y a pas, comme tu l'as dit au début, il y a pas de bonne et de mauvaise solution. Ouais. Et donc c'est ce personnage-là, je l'ai trouvé vraiment complexe et il ramenait de l'humanité aux enfants des fois qu'on voyait un petit peu moins. Donc vraiment, il ramenait ce lien-là aussi de c'est des vraies personnes et comme tu dis, qu'ils devraient avoir le choix de pouvoir dire ce qu'elles veulent ou pas. Et voilà, bon, la scène du train où en gros elle dit à son fils en gros on se casse, quoi. Je veux dire je sais ce qui m'attend, je sais ce que et ce choix-là, je le comprends. Ouais. Quelque part, n'importe qui peut-être t'aurait pensé. Ah ouais, mais c'est clair. Quand t'as élevé ton enfant 6 ans, l'attachement, elle est énorme. Oui, mais même plus tôt, si tu vois, je veux dire, même si c'était pas 6 ans, moi, je me suis fait la réflexion pendant. Non, mais là, c'est pour regarder le contexte du film. Oui. Mais oui, vas-y. Non, je me disais, pendant le film, justement, moi, je me suis fait la réflexion aussi de me dire, imagine, l'enfant, il a 6 mois, quoi, tu vois, ou 4 mois, je veux dire. Je pense pas que... Je vois comment j'étais proche des enfants à leur naissance, j'aurais été incapable de me dire... Oui, bien sûr, mais ça va de soi. Tu vois, mais j'appuyais le 6 ans, c'était pour montrer qu'il y a du temps qui s'est passé. Oui, en plus, oui. Donc avec le temps, c'est d'autant plus fort. Même si, ouais, c'est con de dire, mais oui, c'est aussi fort qu'à la naissance que 6 ans après ou 20 ans après. Mais ce que je veux dire, c'est que les 6 ans là, en fait, c'est la construction qu'ils ont eue. C'est un enfant qui est aussi en âge de penser par lui-même, qui a des émotions. Donc tu vois, en plus de tout ça, tu vois, t'essaies de le faire comprendre tant bien que mal la situation, mais sans vraiment lui dire les termes cash, quoi. Oui, alors que l'enfant, en soi, à 6 ans, il est intellectuellement développé pour comprendre la situation. Il est capable de savoir ce qui se passe. Oui, mais sauf que les parents ne vont pas à l'essentiel. Ouais. Ils tournent autour du pot pour dire non, mais on va faire comme ça. Le père riche, il fait passer ça pour un jeu. Ouais. Genre, c'est ta mission, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Les autres à côté, c'est un peu des non-dits de genre dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est un peu genre. Voilà, on détourne le sujet, mais à aucun moment, il y a personne qui les ont pris entre quatre yeux et leur a dit voilà la situation, allez, c'est ça la situation. Mais c'est vrai qu'en même temps, ce qui est super dur, c'est de dire un enfant, il conscientise pas justement ce côté de lien du sang, en fait. Je veux dire, tu parles lui, il va dire mes parents, c'est mes parents, en fait. C'est ceux qui m'ont élevé, que je connais depuis 6 ans. Et c'est pour ça que à aucun moment, ils s'intéressent à la vie des enfants, parce qu'ils ne les ont pas
inclus dans le processus. Et s'ils les avaient inclus dans le processus, sans doute que les enfants auraient leur mot à dire bien plus tôt. Et ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. Mais encore une fois, dans tous les cas, il y a toujours le dilemme à la fin. Et à part si... moi, je pense que le meilleur moyen, c'est que les deux familles fassent colloque. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Franchement, pour pallier à ça, c'est la meilleure solution, tu vois. Mais oui, il faut, quoi. Je veux dire, t'as pas le choix, en fait. Tu vois les deux grandir. C'est une famille... et quand ils sont en âge de vraiment comprendre vous avez été échangé à la naissance et voilà, on n'y est pour rien, tu leur expliques tout, mais... ouais, c'est... Mais enfin bref, tous les choix sont compréhensibles. La mère, comme tu dis, qui a voulu quitter en secret sa vie pour partir avec son enfant, c'est compréhensible. Le père qui a demandé à l'autre famille de garder les enfants, c'est compréhensible aussi. Tout se comprend, mais rien n'est justifié. Ouais, mais même, tu vois, je reviens à chaque chose à une place importante. C'est les réactions des enfants. Au fil du film, il y a des petites réactions qui amène justement à comprendre l'étendue encore plus vaste du problème, quoi. Et c'est l'incompréhension. Ouais. Les enfants ne comprennent pas. Au début, c'est ça, c'est le truc en gros, on a des nouveaux potes, c'est comme si on allait chez nos cousins, quoi. Tu vois, je veux dire, de temps en temps, on change de truc. Mais j'ai souvenir, c'est quand le père riche va récupérer son enfant biologique qui a fugué, et que en gros, son fils qu'il a biologique. Se dit super, mon père il vient me chercher, quoi, et en fait il parle même pas de lui. Ouais. Et t'es là, mais... et tu vois la tête de l'enfant en fait qui va se coucher, quoi, tu vois, qui retourne dans sa chambre. Tu vois moi, pour mettre à la place du père, c'est tu vois, c'est comme c'est quelqu'un qui pendant tout le film il paraît de très froid et très distant, mais finalement en fait c'est lui qui est le plus non, c'est pas vrai, il est aussi touché que tous les autres. Parce que s'il parle pas de cet enfant-là, c'est peut-être aussi pour se protéger de lui-même. C'est pour pas recroiser son regard et pas le recroiser parce qu'il veut pas non plus se faire du mal. C'est pour ça qu'aussi, même si il propose de garder les deux enfants à travers son collègue qui lui dit de cette idée-là, mais pour lui aussi c'est bénéfique parce que finalement il a pas de cœur brisé. Moi je trouve que je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, mais il y avait quand même le côté où, de base, il n'avait pas un lien très fort avec son fils parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne reconnaissait pas. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Et il conscientise aussi beaucoup, justement, ce lien-là, et il se rend compte que non, le lien du sang, justement, n'est pas forcément... il n'y a pas forcément que ça. Il essaie de se rassurer. Il essaie de se rassurer comme il peut. Ouais, c'est vrai. De se prendre une décision par la force des choses. C'est pas un choix qu'il fait, c'est juste qu'à un moment donné, lui, comme il est très carré, tu sais, c'est quelqu'un socialement qui suit les règles. Et la règle, c'est ton enfant, tu le récupères, quoi qu'il arrive. Donc, pour récupérer son enfant, il faut qu'il se détache de son enfant non biologique. Même si c'est purement égoïste, il va prendre tous les moyens pour essayer d'effacer cet enfant-là. C'est vrai. Il n'y arrivera jamais. D'où, quand il a proposé de but en blanc comme ça, pendant un repas entre toute la famille, qu'il veut récupérer les deux, c'est pas parce qu'il a été influencé par les autres, c'est parce que quelque part au fond de lui, ça lui permet de pas être brisé. Ah mais bien sûr, mais c'est ce qu'on disait, c'est le choix égoïste en fait, c'est de dire tu récupères les deux enfants. Bien sûr, c'est pour contredire ce que tu dis, c'est que pour moi le père là, il n'est pas parti du principe que dans tous les cas il veut récupérer son enfant biologique. Non, c'est juste que lui, comme il est sur les règles, il s'est dit dans tous les cas mon enfant je vais le perdre, donc je vais avoir mal, donc quitte à avoir mal autant essayer de trouver une façon que ça fasse le moins mal possible. Et c'est cette façon-là qu'il a choisi. Ouais, mais après, par contre, moi, je pense que l'influence extérieure... Ils sont tous sur le même niveau de tristesse, sauf qu'ils le gèrent pas de la même façon. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce qui est toujours intéressant dans les films de Koreeda, c'est que il arrive justement à montrer ça. En fait, de comment d'une même situation... tout le monde réagit différemment. Nobody Knows, c'est exactement ça. Exactement. Je veux dire, t'as la situation où t'as tous les enfants qui sont dans la maison tout seuls, et chacun va vivre le truc différemment. Je pense que l'influence extérieure sur le père, ça l'amène aussi justement, comme tu dis, à se protéger. En fait, c'est que lui, il n'a pas à aller réfléchir et à faire ce choix-là lui-même. Il va, en fait, presque... La solution de facilité, j'aime pas trop ça, parce que c'est pas vraiment... Je pense que on voit que c'est pas facile, mais je veux dire... Il prend peut-être ce chemin-là parce qu'en gros, il est validé. Comme tu dis, c'est carré, c'est validé par la société, c'est ce qu'il faut faire. Et donc... oui, parce que lui part du principe, dans tous les cas, ça va se passer comme ça. Il n'y a pas de 36 000 solutions. Et la solution du cœur, lui, il l'a tout de suite écartée parce que dans tous les cas, ça sera difficile. Et c'est pour ça, je te dis, ce personnage-là, on s'intéresse énormément. On passe la plupart du temps avec lui parce que c'est le personnage le plus complexe. Et ces complexités-là, Koreeda, il l'a mené jusqu'au bout.
Et à aucun moment, j'ai détesté ce personnage. À aucun moment, je l'ai jugé. Chaque situation, moi, je l'ai compris parfaitement. Non, je sais pas, je vais pas me répéter, mais c'est tout ça. Non, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il y a vraiment tous les personnages ont une place importante et amènent justement ces lectures différentes d'une même situation qui font que on est en empathie avec tout le monde, quoi. Avec tout le monde. Je sais pas si t'avais autre chose à rajouter. Comme je disais, je pense que je pourrais creuser et parler de chaque scène en détail, mais on va pas trop tarder. Je vais juste mettre un tout petit mention sur les plans des regards de tous les personnages. De tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y en a forcément... Et ça s'arrête sur des personnages où ils vont avoir cette réflexion de qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que c'est mon fils ? Est-ce que c'est pas mon fils ? Comment je le considère ? Comment je me considère quelle nouvelle place j'ai ? Et il y a vraiment des plans qui sont focalisés sur ces regards-là et qui disent beaucoup de choses avec aucun mot, quoi. Donc voilà, vraiment mention spéciale pour ça. Oui, je vais juste rajouter que Koreeda, encore une fois, avec les enfants, il n'a pas travaillé à travers un script. Les enfants n'ont jamais eu de script pour le film. C'est à chaque début de scène, Koreeda allait leur chuchoter leur façon d'interagir dans le lieu où ils étaient. Ouais. Koreeda a toujours fonctionné comme ça avec les enfants. Ça a toujours été, à chaque scène, un petit pitch, on va dire, ludique, pour qu'ils puissent s'intégrer à la scène et à l'univers. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'il a tourné. Et re-question, donc du coup, on l'a parlé du remake qui a failli exister aux États-Unis. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Heureusement qu'il n'y a pas eu de remake américain, ou alors un remake américain ça aurait été intéressant ? J'ai envie de dire que ça peut être intéressant si on se base sur vraiment la critique sociétale américaine. Je pense que faire un remake pour faire un remake, c'est pas intéressant. Le film de Koreeda est une masterclass, donc il n'y a rien besoin de faire autrement, en fait. Je pense que c'est un sujet qui est suffisamment universel, c'est-à-dire que on connaît pas plus que ça la société japonaise, c'est-à-dire qu'on a quelques infos, mais on n'y a pas vécu. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on connaît pas de la subtilité de la société. Et pourtant, on est en empathie avec tout le monde, on comprend la situation, on vit la situation, je veux dire, à travers ce film-là. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin que ce soit adapté au code d'un autre pays. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose d'assez universel, vu qu'on touche quand même aux enfants. Puis les enfants, il y en a partout dans le monde. Mais ce que tu as soulevé aussi, c'est par rapport à la culture américaine. Moi, je pense qu'en fait, ce film aurait pu avoir une version dans chaque pays différent. Oui. Pour avoir un point de vue de chaque culture. En France, il y en a un dans ce style-là. C'est quoi ? C'est La vie est un long fleuve tranquille. Ah, je l'ai pas vu. Alors après, j'ai l'impression que c'est un peu plus genre comédie noire ou un truc comme ça. Je l'ai vu il y a très longtemps, donc je me souviens plus trop. Mais en gros, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est deux familles, les enfants ont été échangés, et il y en a une famille pauvre, une famille riche, quoi. Mais c'est plus tourné comédie, quoi. Donc je pense qu'il y a une critique sociétale un peu derrière, mais... moi, je pense que ça peut être intéressant selon les pays. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, moi, je vois énormément s'attarder sur le procès, par exemple. Parce que je pense qu'au niveau procédure, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. C'est dès qu'il y a un problème, hop, procès, puis tout va se décider là-bas. Ouais. Plus qu'à l'amiable au côté japonais, tu sais, avec les meetings entre tout le monde, et puis on fait ça dans les règles, tu vois, mais en respectant, on va dire, la transition. Ouais. En France, ça aurait été encore différent. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus orienté sur les enfants, tu vois, avec un suivi psychologique et je sais pas moi, un suivi tout en douceur aussi pour pas que les enfants soient traumatisés. Et je sais pas, tu vois, c'est des idées que je pense comme ça. Ouais. Et dans d'autres pays, peut-être d'une autre façon. Je pense que c'est un film qui aurait pu être réalisé dans n'importe quel pays, du moment que tu t'intéresses à cette transition entre deux familles de différents horizons et des enfants qui doivent échanger leur position. Je pense que, comme tu l'as dit, après, c'est un truc qui est universel. Ouais. Donc après, ce film-là, il se suffit largement lui-même. Ouais. Et puis tu vois, moi, ce que j'ai peur, c'est de la version américaine, c'est que déjà, il y a tellement d'états différents, et donc d'avoir, en gros, des populations différentes dans le même état. Donc à quel point tu vas vouloir marquer cette différence-là. Je me dis, faire New York, les rednecks, ou New York, la West Coast, je sais pas, que ce soit un peu aussi après tomber dans des clichés parce que là, en gros, la différence, c'est vraiment une différence de statut social, mais il n'y a pas aussi après, je sais pas comment dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se rapprochent, quoi. Je veux dire, ils mangent de la même manière, ils vivent de la même manière, il y a plein de trucs qui est quand même assez similaire, à part l'argent, quoi, je veux dire.
Donc voilà, bon après c'est largement suffisant cette version-là, donc foncez, allez découvrir ça, mais de toute urgence c'est quasiment indispensable, à part pour les personnes qui détestent les enfants, vous allez vous faire voir, donc regardez pas ça c'est pas pour vous ça, laissez ça aux grands. Et maintenant, est-ce que tu as une scène préférée? Oui. C'est laquelle? C'est la scène où Midori, elle enlève les choses qu'a créé son fils, en fait, donc de sa maison, avant qu'il aille dans l'autre famille. Et donc, elle va enlever ses dessins, ses photos, l'empreinte qu'elle a fait quand il était bébé, choses comme ça, quoi. C'est vraiment une façon d'effacer, en fait, toute trace de son enfant dans son foyer, quoi. Et toi? Moi, c'est la scène où le père bourgeois parcourt les photos de son appareil photo. Ouais. Et il découvre les photos prises par son enfant non biologique. Et en fait, c'est pendant le film, on voit qu'il prête son appareil photo pour qu'il prenne des photos de son point de vue, du point de vue à l'enfant. Et en fait, en découvrant les photos, il voit qu'il n'y a que des photos de lui, prises par son fils non biologique pendant qu'il dormait ou pendant qu'il était en train de travailler ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'est pas le lien du sang en fait qui compte. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le lien du sang. Ouais. Et ouais, ça m'a... elle était en deuxième place, elle était pas loin. Mais il y en a tellement Il y en a beaucoup. Et ce que je disais avec le regard, il y a tellement de scènes justement qui juste t'as un personnage qui tourne la tête et tu vois son regard et en fait la scène elle prend une dimension mais tout autre quoi. Ouais, là je commence à avoir les larmes qui montent là. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de te repasser la balle parce que... Ah, mon maudit tabernacle. Ouais, c'est un film touchant, voilà. Donc moi je vous conseille vraiment encore une fois d'aller le voir. Et maintenant je veux que tu notes ce chef-d'œuvre. 10, allez hop, c'est emballé. J'ai rien à enlever, j'ai rien à corriger, j'ai rien à... C'est parfait comme dire. C'est Après, je suis très mauvaise pour mettre des notes en fait. Déjà, c'est un exercice que je trouve... Alors là, j'y ai pas du tout pensé parce que le film a pris tellement vite et que j'ai occulté ça, mais ça m'arrive à des moments dans le visionnage de me dire ah bah cette scène-là, ça mettrait quelle note? Cette scène-là, ça monte la note ou ça baisse la note? Donc c'est non, pas... je pense que c'est un sentiment, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Donc de base, c'est pas un exercice où je suis ultra forte, tu vois, je veux dire, parce que soit je me focalise sur la note pendant le film et donc je regarde pas le film, ou du moins je l'apprécie pas vraiment à sa juste valeur, soit je fais comme là aujourd'hui, j'occulte complètement. Donc là, avec le recul de quelques heures, j'ai rien à enlever au film, tout est parfait, donc 10. 10, parfait. Voilà. Toi, tu mettrais quoi? Bah 10, hein. Ouais. Il n'y a pas 11 hein, si possible. Il n'y a pas d'ortie. Si on peut crever le plafond de verre, j'y vais. Hein. Allons-y. Et dans ce que tu as vu de Koreeda, tu le mets où? Je pense que c'est en number one. Il est quand même très proche d'une affaire de famille. Mais en fait, tous, ils sont très proches. Hein. Je veux dire, en gros, c'est très haut et c'est très... Si tu as un nuage de points, ils sont tous collés les uns aux autres, quoi. Mais ouais, il est vraiment, vraiment excellent, quoi. Je suis content que ça t'ait plu. J'avais pas beaucoup d'inquiétude, hein, je veux dire. 13 ans après. Ouais, il m'aurait fallu que ça pour que ce temps-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on l'a pas vu plus tôt. Bonne question. Mais parce qu'on l'avait pas... on l'a récupéré il y a pas si longtemps. Non, je l'ai récupéré avec ma dernière commande Vinted. Ouais. Que dans le gros colis que j'ai reçu de ma sœur. C'est pour ça, en fait, qu'on l'a pas... Je l'ai pris parce que j'ai fait une grosse commande de Koreeda aussi. Ouais. Parce qu'on avait lancé la vague. Ouais. Et je me suis dit, autant avoir tous les films. Et puis, on a quasiment tout en physique. Mais toi, tu l'as regardé comment, au final? Moi, à l'époque, hein, 2013, c'était piraté. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas vu après. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai vu celui-là spécifiquement. Je me rappelle plus pourquoi. Je me suis dit, tiens... oui, moi je me doute. Je veux dire... le cinéma japonais. Sans doute, oui, il y a ça. Voilà, je veux dire, oui, mais après, cinéma japonais, tu vois, il y avait beaucoup de J-horror à l'époque, beaucoup de films violents, les films, les grosses séries B bien gorasses. Mais celui-ci, spécifiquement, je sais pas pourquoi. Koreeda, je connaissais pas. J'ai découvert ce film-là. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai vu tel père, tel fils, je me dis, tiens, j'ai vu c'est ça. J'ai vu le petit à côté de moi, je me suis dit, bon, allez, on va voir. Je sais pas, franchement. Puis, ouais, film japonais, ça c'est sûr. Vu que j'étais dans une période où je bouffais énormément de films asiatiques. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas, il a réussi à mettre la hantise de tous les parents en film, quoi. Ouais, mais tout à fait. Parce que je sais pas si tu te souviens, au moment où Nolan est né, ils le prennent juste à côté pour faire les tests, voir si il voit au niveau psychomoteur, tout ça bien. Et donc, moi, j'ai dit, va voir, quoi. Genre, en gros, ça me stressait qu'il parte tout seul, qu'il parte avec lui, quoi. Donc, c'était, tu vas voir ce qui se passe, quoi. Que je vais être shooté comme pas permis
entre les hormones, l'adrénaline et puis les drogues qui te donnent. Mais ah non, c'était vraiment le truc, faut pas le quitter des yeux, quoi, tu vois. Bah, c'est clair, hein, surtout quand c'est le premier comme ça, tu restes à l'affût, tu restes attentif à tout ce qui se passe. Et ouais, moi oui, j'avais souvenir que. En plus, moi, j'avais la possibilité de bouger. Donc, moi, j'étais tiraillé entre toi et Nolan. Donc, je me suis dit, toi, t'étais dans le mal, fallait que je reste. Il y a le petit qui était à côté, je savais pas où mettre de la tête. Donc, c'était pas évident. En plus, le premier, tu sais jamais. Ouais, c'est clair. On va dire qu'avec Joachim, c'était un peu plus. Oui, ça a été plus rapide aussi. C'est plus rapide, un peu plus easy, on va dire. Donc voilà, enfin bref, on va fermer la parenthèse de notre vie personnelle. Et bah tu sais quoi, là, on est quasiment à 1 heure. Je te propose qu'on fasse pas de recommandations culturelles. Ouais, c'est bon. Bah, la troco, c'est tel père, tel fils. Voilà, tout à fait. Du Coréda à tout va. Faut foncer, tête baissée. Donc voilà. On va piocher ? Oui. Allez. C'est toi qui dois choisir ta petite liste ? Ouais, j'ai ma liste. J'ai la roue. Vas-y. Alors, tu dois me donner un film coréen. Alors, la dernière fois, j'ai dit que j'allais y aller doucement avec mes choix pour aller un peu plus dans le dur au fur et à mesure. Balek. La semaine prochaine, ce sera Bittersweet Life. Point barre. Allez, à la semaine prochaine. Drop the mic. En même temps, je lui attendais un peu, quoi. Tu vois, je veux dire, celui-là, ça fait 3 ans qu'on en parle, quasi chaque épisode, tu vois. Non, j'ai dit, allez, tu pouvais pas attendre 10 épisodes pour le mettre, tu vois. C'est pas possible. Maintenant qu'on a la possibilité de choisir un film, pourquoi je vais faire traîner le truc ? J'ai dit, c'est bon, fuck. Ouais. Maintenant, je mets les gros films tout de suite et puis voilà. Après, on verra. Il n'y a pas de découverte là. Ça sera. Ça me va bien. Ça sera du dur. Là. Il y aura du gros. Et Bittersweet Life, c'est parfait. Putain, depuis le temps que je le voulais, celui aussi. Ouais, c'est clair. Puis j'ai vraiment envie de le revoir, celui-là. Il y en a d'autres aussi là, dans la liste là. Oui. Si je pouvais choisir les 3 d'un coup, là, ça aurait été parfait. Aussi, j'en ai quelques-uns, mais. Ouais. Donc voilà, la semaine prochaine, ce sera Bittersweet Life de Kim Ji-woon, que je considère comme son chef-d'œuvre et comme un de mes chefs-d'œuvre aussi. Mon film coréen sans doute préféré, devant beaucoup de films. Donc j'ai hâte de le revoir, j'ai hâte d'en parler. Ça va pas être facile parce que, à part dire c'est trop bien, putain de merde, je saurais pas quoi dire d'autre. On va trouver, on va se débrouiller. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Et d'ici là, tenez-vous bien et continuez à nous liker là où vous pouvez pour nous donner de la force. Et on se dit à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Bye.